Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement. Je suis Sylvain Barieux. Et je suis Aliette Camissi. Aujourd'hui, pour parler de la délicate question des relations transférentielles contre transférentielles, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Sauron, donc éducatrice spécialisée avec un gros parcours, un gros background en tout ce qui est MEX, mesures d'investigation éducative, AEMO aussi. Bonjour Julie. Bonjour. Avec nous également une habituée qui a son siège floqué à son nom désormais. On a le plaisir d'accueillir Emeline Bouchard, psychologue clinicienne. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors tout de suite, on laisse la parole à Julie pour qu'elle puisse nous présenter son histoire. Bon, je vous remercie du coup dans un premier temps de m'avoir accueilli. Je suis venue aujourd'hui pour vous expliquer et vous parler un petit peu de mon expérience en MEX qui a duré 6 ans. Dans ce cadre-là, nous avons accompagné de nombreux enfants et plus particulièrement aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 enfants qu'on a accueillis. Alors, ils avaient 3 ans pour Brian et 4 ans pour Laura. Ils ont été accueillis suite à un accompagnement proposé à la base en famille d'accueil. La famille d'accueil étant très proche de ces enfants, ça a lié un conflit, ça a créé en tout cas un conflit entre la maman et la famille d'accueil. Les relations n'étant plus possibles dans ce contexte, le placement institutionnel a été demandé par le juge des enfants. Donc ils arrivent chez nous. Donc c'est des enfants qui sont très joyeux. Ils sont vraiment dans une dynamique très, très lumineuse. Voilà, c'est vraiment ça qui les caractérise. Donc, je deviens la référente de ces 2 enfants. Donc, je suis amenée à m'occuper de l'intégralité de tous les pans de leur vie. Ok. Familiale, sociale, scolaire, santé aussi. Très vite, on s'aperçoit que dans cet accompagnement, ce qui va faire nœud, c'est les relations avec les parents qu'ils ont. C'est des parents qui sont désinvestis parce qu'ils ne peuvent pas à ce moment-là pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, spécifiquement à la maman, on est sur des situations d'addiction, sur des consommations très excessives. Le papa aussi, parce que tu parlais de la maman, il y a le papa aussi. Oui, le papa, il consomme davantage, mais il se montre un peu plus présent, mais moins investi dans son rôle de parent. Mais il reste quand même il honore toutes ses visites, mais il ne propose pas vraiment quelque chose. Donc, les enfants sont dans des attentes très très grande de relations, d'affection, d'investissement et donc ils viennent le chercher dans la relation éducative que j'ai créée avec eux et c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ça parce que pour moi c'était ma première expérience. T'avais quel âge en tant qu'éduc? Du coup c'était en 2015 donc j'avais 23 ans. On se retrouve dans une situation où on s'occupe quotidiennement de 2 enfants. Donc, on s'en occupe plus, il y a plus que 2 enfants, mais là, particulièrement ces 2 enfants-là, on les emmène en vacances, on fait des activités avec eux, on les couche le soir, on leur lit des histoires, on les douche, on les accompagne aux devoirs. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'instaure d'une relation de proximité. Et on n'est pas forcément préparé à ça parce que pendant toutes nos années de formation, on nous dit qu'il faut une juste distance, que les professionnels doivent ne pas donner de petits surnoms aux enfants. Sauf que quand on est âgé de 3 ans, la vérité, c'est qu'on a besoin de ce petit moment de récupération quand un enfant a vécu une mauvaise journée à l'école, que ça lui rappelle des souvenirs qui sont dévastatrices par rapport à leur famille. Ils ont besoin de ce câlin du côté. Finalement, on s'aperçoit que très vite, on donne aussi beaucoup. Donc... Mais c'est une règle parce que moi, j'ai bossé un peu en MEX, on s'autorisait aussi des fois à donner des surnoms. Au tout début, vraiment de ma carrière, j'avais aussi une chef de service qui était pas d'accord avec ce principe-là et qui même vous voyez du coup les enfants. Donc on a quand même une forme de distance qui s'installe et qui nous est quelque part demandée aussi. Et plus le délaissement maternel était présent, plus l'investissement dans la relation éducative était forte et plus moi aussi, j'étais aussi prise
quelque part dans ça et on me l'a reproché aussi. Et bon, finalement, en discutant avec la psychologue qui était avec nous au service, elle a dit non, là, il faut donner à ces enfants la nourriture dont ils ont besoin. Et en l'occurrence, elle est donnée par les éducateurs qui sont là au quotidien, qui les accompagnent, qui les habillent, qui prennent soin d'eux. Et c'est pas grave s'il y a un surnom, s'il y a un câlin de trop dans la journée. Bien au contraire. Du coup, alors vous devenez un peu une figure d'attachement par substitution parce que les parents sont défaillants dans ce rôle-là. Symboliquement, oui, on prend une place un peu parentifiée. Alors, on est bien d'accord que sur le principe, on sait qu'on est là que sur un instant T, parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait une amélioration du travail avec les parents, qui soit faite pour que les parents puissent un jour reprendre leur rôle et auprès de leur enfant au quotidien. Pour autant, sur ce laps de temps-là, il faut que ces enfants puissent répondre à leurs besoins, et le besoin premier, c'est quand même ce besoin de sécurité que les parents apportent en général. Besoin de sécurité, d'affection. Pyramide de Maslow, tout ça. Tout à fait. Sur ces premiers temps, oui, sur les besoins primaires, c'est un peu ça. Puis travailler l'histoire aussi, plus on crée une relation sécurisante dans la relation éducative, plus aussi on peut aborder les pans de l'histoire qui sont fragiles. Et puis amener à un travail thérapeutique aussi, parce que les premiers temps, souvent c'est des enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Thérapeutiquement, je veux dire, un vrai suivi psychologique pour la plupart. Et c'est des moments où c'est pas forcément facile de réinvestir une relation à l'extérieur quand on a été fragilisé par la relation avec ses parents. Et donc, c'est l'éducateur qui fait aussi ce lien parfois pour pouvoir construire un petit peu sur l'extérieur, qui nous permet de travailler l'histoire de ses enfants et qui puissent après grandir avec une forme de sérénité pour le devenir d'adultes, pour le devenir d'adultes qui vont être. La phrase n'est pas très française, mais on a compris. Du coup, ces enfants, comment ils vivent en fait cette situation? Est-ce qu'ils acceptent ce que vous leur apportez? Est-ce qu'ils sont dans le rejet? Alors, c'est un peu les deux à la fois. On a des moments où ils les acceptent et ils sont en demande de cette proximité, et puis parfois ils la rejettent parce qu'elle est aussi très violente pour eux. Là, en l'occurrence, pour Brian et Laura, Laura, sur son premier temps de placement, donc je dirais bien 2-3 ans, elle était très en demande, donc c'était quelque chose qui était plutôt sur l'acceptation, et puis il fallait justement temporiser un petit peu cette demande qui était très envahissante pour les adultes. Quant à Brian, lui, à l'inverse, il était dans la demande, mais une fois que c'était réalisé, il se mettait dans des attitudes qui étaient très rejetantes, très provocatrices, très violentes. Et donc, il fallait contenir aussi ça et accepter ça. On a toujours cette ambivalence un petit peu entre le besoin et ce que ça renvoie, parce que pendant un temps, ils auraient préféré avoir ça de leur maman. Ils étaient vraiment en demande de ça. Emeline, comment on fait avec tout ça? Est-ce que le chiffre, c'est 3 câlins, 4 câlins, c'est trop, ou c'est qu'on met le curseur à 5? Non, après, je pense que ce qu'il faut considérer, c'est que le transfert, le contre-transfert, donc les ressentis, les désirs inconscients qu'on va ressentir à l'égard de la personne qu'on accompagne, ou voilà, celle qui nous accompagne, il faut les mettre au travail. Et à partir du moment en fait où on envisage que c'est un outil thérapeutique qui va permettre de mettre du sens et de penser les choses, qui est 3 câlins ou 10, peu importe. C'est vraiment important de mettre du sens et de réfléchir à ce qui se passe. Parce que ce qui s'exprime là-dedans, quand il y a justement, particulièrement dans la protection de l'enfance, des séparations qui sont parfois extrêmement brutales, la question du lien, elle est véritablement mise à mal pour ces enfants, et donc va se jouer à ce moment-là la question de la carence, la question du sentiment d'abandon, la question du
de la protection du lien qui peut être jugé comme dangereux parce que finalement, si on s'attache, on peut se séparer et on peut souffrir de la rupture. Donc à ce moment-là, se joue beaucoup dans le lien à l'autre, le test. Voilà, donc on est un peu, ces enfants peuvent être parfois beaucoup dans l'excès, ils sont dans le trop, et pour se détacher, ils vont parfois jouer beaucoup avec de l'agressivité. Donc vraiment, il faut accueillir tout ça, mais il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut en discuter avec ses collègues et éventuellement prévoir du relais si à un moment ça devient délétère. Parce que il y a les risques, souvent on évoque les risques pour les enfants quand il est question de transfert, mais c'est aussi les risques pour les professionnels qui investissent beaucoup ces relations parce que justement on sent qu'il y a du manque. Donc, c'est quoi les risques pour un professionnel qui pourrait aller au-delà de sa posture professionnelle qu'on attend de lui? Je dirais que le risque, c'est de perdre un peu sa neutralité par rapport à la situation, sa capacité à penser la situation, parce que l'affect, à un moment, prend le dessus et ne permet plus de raisonner comme il se devrait. Donc, c'est vraiment important aussi de garder en tête qu'à un moment, oui, on n'est que de passage, et d'être vigilant justement dans ces situations, dans la protection de l'enfance, à ne pas reproduire involontairement ou inconsciemment ce phénomène de rupture que les enfants ont pu connaître en étant placés. C'est des choses que tu as pu repérer, toi, Julie, dans l'équipe, est-ce que c'est des éléments que vous avez pu pointer du doigt en disant attention, là, ça va peut-être trop loin ou autre? Les signes. Oui, tout à fait. Notamment quand, justement, si je reprends l'exemple de ces deux enfants, Brian particulièrement, avec ses troubles du comportement qui se sont manifestés au fur et à mesure, on pouvait se retrouver, en tout cas pour ma part, un petit peu dépassé par les comportements, et puis du coup de réagir sans avoir réfléchi réellement à ce que j'étais en train de faire, et du coup se retrouver dans une réponse qui était en miroir à ce qu'il était en train de mettre en place. Et donc justement l'importance d'une équipe dans ce cadre-là, c'est qu'on puisse discuter à un moment donné, il y a eu cette situation, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, pour justement continuer à avancer et garder cet équilibre entre les ressentis personnels, parce qu'on travaille avec la personne qu'on est, avec ce qui se passe et avec ce à quoi on est exposé. Et inversement, du coup, cet enfant, il grandit avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il projette sur l'espace qu'il investit, et puis tout le reste de son environnement qui ne dépend pas toujours de la famille ou de l'éducateur. Des fois, on est aussi traversé par notre propre développement interne, et puis l'école et tous ces environnements, ils doivent être pris en compte, et d'où l'importance de travailler en équipe. Je pense pour justement garder cette bonne distance. Et est-ce qu'il vous est arrivé, Julie, du coup, d'avoir le sentiment d'être indispensable pour ces enfants à un moment donné? Oui. Et de vouloir aller au-delà? Oui, du coup, le moment où j'ai choisi de quitter Amex pour une autre expérience, et pour des raisons personnelles aussi, quand j'ai fait le choix de partir, je vous avoue que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces deux enfants. Ça a même retardé mon départ, puisque je n'arrivais pas à laisser passer ce que quelqu'un d'autre prenne cette place. J'arrivais pas à enlever les projections de est-ce que pour ces enfants, par rapport à tout ce qu'on avait mis en place, de ne pas les voir se réaliser aussi, il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. Et puis finalement, en discutant un petit peu aussi avec la psychologue, parce que la psychologue, pour le coup, était très présente dans cet accompagnement, parce qu'il y a eu vraiment des moments très compliqués. Il y a eu la perte
la maman de ces 2 enfants est décédée, donc il y a eu aussi beaucoup de choses autour de ça qui ont été difficiles à accompagner pour moi. Et... Vous étiez référente à ce moment-là. Puis du coup, on est au bout de ces 6 ans, on est aussi presque la seule détentrice de toute l'histoire du placement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez lourd à porter. Parce que vous les accompagnez pendant les 6 ans, en fait. Okay. Oui, sans changement de référence. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille d'accueil au départ, la mère, le père, l'oncle, la tante, les frères et sœurs qui étaient dispersés partout, parce que madame, elle a une histoire de vie avec beaucoup d'enfants. Donc, j'étais vraiment au centre de cette histoire-là. Et du coup, l'accompagnement avec la psychologue a été nécessaire parce que justement, au moment où on se dit je ne sais pas si je peux partir parce que je vais laisser ces 2 enfants-là, si, en fait, on peut parce que quelqu'un d'autre prendra notre relais et ça se passera très bien pour ces 2 enfants. Parce que ça ne dépend pas que de nous, en fait, aussi. Mais il faut passer, je pense, il faut accepter que ça puisse nous envahir aussi sur ce point-là. Il faut accepter que cette charge émotionnelle, il puisse exister pour pouvoir justement le travailler et toujours rester centré sur l'intérêt des enfants et pas dépasser notre rôle. C'est là où on peut faire des dégâts, quelque part, je pense. Ouais, parce que quand tu as abandonné la situation. C'est ça. Lui, Brian, il avait 12 ans. Oui. Et sa petite sœur, j'ai plus le sa prénom. Grande sœur, du coup, on avait 13. Sa grande sœur avait 13 ans. Ils avaient presque 1 an d'écart. Et pas tout à fait. Est-ce que eux, ça leur est arrivé de t'appeler maman par raccourci? Non, ça jamais. Non. Ok. Non, et puis je l'aurais pas accepté non plus. Ouais. Je pense que c'est important que, en tout cas, des mots comme ça ne puissent pas être transposés. Pour autant, le jour où on s'est dit au revoir, donc on avait tout balisé, la référence avait été changée bien avant que je parte pour que du coup il y ait des transmissions qui soient faites au niveau de l'histoire de ces enfants et puis qu'il y ait une acceptation aussi pour eux. Qu'on puisse se dire aussi qu'une séparation n'est pas toujours définitive, puisqu'en réalité, je suis toujours en contact avec Brian et Laura aujourd'hui. Et en fait, au moment où je suis partie, c'est vrai que ça a été assez déchirant, mais en même temps extrêmement joyeux, parce que du coup, on a pu se rappeler tous les souvenirs qu'on avait tous vécus ensemble, et là, tous aussi mes collègues et les autres enfants qui partageaient nos vies à ce moment-là. Et donc, il y avait quand même quelque chose de serein, même si la séparation était triste. Et puis finalement, la séparation, elle a été que sur le quotidien et le travail. Mais quelques années plus tard, Laura m'a contactée pour me dire qu'elle avait réussi à trouver une famille d'accueil super bien. Et donc du coup, il y a eu des échanges qui se sont passés et finalement, on peut se séparer, mais on peut se retrouver aussi. Naître adulte, c'est nourrir sa famille avant d'apprendre à lire. Pour ça, papa m'a souvent dit, si tu te couches tard, tu te cultives. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance, les plus fragiles, coupables d'innocence. L'enfance est un long voyage, l'arrivée dépend du paysage. À ceux dont les yeux n'ont plus d'étincelles, nous chantons cette mélodie qui rappelle que le secret des plus grands trésors se tient dans les poings d'un bébé qui dort. Naître adulte, arriver sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Naître adulte, c'est voir le jour au crépuscule, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Les droits de l'enfance restent pas à pas. Serrons-nous les pétales que l'on fasse un parc. Découvrez le meilleur des mondes imaginaires où s'allument des bougies vertes. Ici poussent des glaces au goût d'arc-en-ciel. Pour les mauvaises mines antipersonnelles, des poupées de caramel plein de marionnettes. Pour les orphelins avec des mitraillettes, à l'abri d'une forêt d'émeraude, avec des arbres aux branches pleines de poèmes roses.
On y cueille de douces paroles, fredonnez-les, puis la peine s'envole. Naître adulte, arriver sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent. On va chanter pour changer le monde. Naître adulte, c'est voir le jour au crépuscule, en espérant que les grands répondent. On va chanter pour changer le monde, tenter de danser pour conjurer le sort, donner sans mesurer l'effort, se pencher pour apporter des forces à ceux qui n'ont plus d'écorce. Bien que la vie soit dure, on veut tout l'amour qui nous est dû. Et si la réponse est longue, chantons tant que la terre est ronde. Naître adulte, arriver sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent. On va chanter pour changer le monde. Naître adulte, c'est voir le jour au crépuscule, en espérant que les grands répondent. On va chanter pour changer le monde. Moi, du coup, j'avais une question davantage pour Emeline, parce que tout à l'heure, Emeline, tu évoquais le fait d'avoir conscience. Alors moi, j'ai un peu l'impression qu'il n'y avait pas vraiment conscience de cette relation chargée en émotions et chargée de beaucoup de choses, en fait. J'ai l'impression que c'est une mère de substitution, là, clairement. C'est plus qu'un lien d'attachement. Et donc, comment on se défait de ça, en fait, parce que c'est lourd à porter. Oui, alors là encore, je pense que avoir une équipe, des personnes sur lesquelles compter, qui peuvent alerter sur les dépassements possibles dans l'accompagnement, c'est vraiment important. Alors ça peut être générer un peu de colère, ça peut heurter, ça peut générer une position défensive aussi de la part de celui qui est un petit peu pointé du doigt dans sa distance, dans sa juste distance professionnelle. Mais malgré tout, je pense que ça vient semer quelque chose. Après, il me semble que néanmoins, il y avait une capacité, en tout cas, à s'appuyer aussi sur la psychologue et à réfléchir et à mettre des mots sur ce qui se passait. Donc, mais c'est vrai que ça demande de s'interroger sur sa posture professionnelle. Donc, après, il peut y avoir des espaces extérieurs ou des espaces institutionnels, c'est-à-dire l'analyse de la pratique, qui peut être aussi un recours pour pouvoir échanger sur ce genre de difficultés, mais aussi des espaces personnels où la question du travail et de l'engagement dans le travail peut également être pensée et mise au travail. Mais je pense que c'est important de ne pas être seul parce qu'on est dans des relations humaines et il y a toujours un petit peu de soi aussi qui peut parler, un peu de son histoire aussi qui peut s'activer ou se réactiver. Il y a aussi nos convictions entre qu'est-ce qu'on imaginerait de bien pour un enfant en termes scolaires, etc. Même si on n'est pas tout seul à décider, mais il y a une part en tout cas de ce qu'on imaginerait de bien pour l'autre qui vient s'immiscer dans le travail, dans la façon de penser. Donc je pense que il est important d'être vigilant à tout ça, et si on y est vigilant, après, je dirais qu'on y met du sens, ça vient naturellement s'articuler en cohérence dans le travail, dans l'accompagnement, et ça rend moins difficile aussi certaines étapes comme celle de la séparation. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Puis d'accepter parfois ça peut arriver de pas être à la bonne place, et c'est pas grave parce que à partir du moment où on peut le verbaliser aussi auprès des enfants, il y a des choses qui s'expliquent et on avance, on reste pas figé sur justement soit c'est pas bien, soit c'est bien. En fait, la vie est faite de nuances et je pense que c'est d'autant plus important de leur transmettre ça parce qu'ils n'ont pas vu de nuances jusqu'au moment du placement. Peu importe les raisons finalement du placement, on arrive toujours à détecter ça chez les enfants qui sont placés, cette absence de nuances dans les relations humaines.
avec les fragilités des gens, avec bah oui, la vie est faite de séparation, de retrouvailles, de rencontres, et c'est ça, je pense qu'il faut rester assez vigilant avec ce public-là, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des erreurs en tant qu'éducateur. Et pour le coup, c'est aussi très important d'apprendre à pouvoir le dire et d'ajuster. Comme ça montre aussi aux enfants qu'on peut le faire. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire le droit à l'erreur. Et je trouve que dans notre secteur, le droit à l'erreur, on en parle souvent à l'oral, mais dans les faits, réellement en équipe, il peut y avoir régulièrement une partie de jugement de « Ah, t'as vu, regarde, elle a fait ça alors qu'elle aurait pas dû » et tout ça. Donc je trouve que là-dessus, on jette comme un voile de pudeur, mais en réalité, je trouve qu'il y a quand même du jugement et des fois, peut-être un manque de bienveillance entre collègues sur ce droit à l'erreur, ce droit à dire des bêtises et à se tromper parce qu'on se trompe tous régulièrement et c'est pas grave en fait. L'important c'est que ce que tu disais, Emeline, hein, c'est qu'on puisse le mettre au travail, au travers des différents espaces, quoi. Mais je pense que c'est, en tout cas sur cette expérience, ce qui était facilitant, c'est que cette équipe, elle n'a pas bougé durant 6 ans. Tous les professionnels qui étaient présents sont restés sur toute la période. Ce qui est très très rare en MEX. Tout à fait, ce qui est extrêmement rare même. Et pour le coup, la connaissance qu'on avait des uns et des autres permet aussi qu'à un moment, on puisse se dire en réunion... Bon là, je pense que Julie, t'es pas forcément à cette place. Pourquoi t'as fait ce choix-là ? Je pense que c'est aussi plus facile de pouvoir se le dire quand l'équipe a 100% confiance aux uns aux autres, ce qui n'est pas toujours le cas quand l'équipe ne fait que changer. Finalement, quand on nous remet en perspective quelque chose, bah, c'est peut-être pas facile de l'accepter quand on n'est pas en confiance à 100% avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et je pense qu'en MEX... particulièrement parce que les enfants, ils ont quand même des facilités à trouver les failles chez les êtres humains et du coup au sein de l'équipe. Et quand on se connaît plutôt bien, ça facilite aussi, je pense, la remise en question professionnelle et personnelle sur l'accompagnement d'un enfant. Alors, c'est d'autant plus intéressant quand on voit l'état de la protection de l'enfance à l'heure actuelle, avec le recours à des personnes non formées, non diplômées, de l'analyse de la pratique, il y en a de moins en moins, etc. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à la relation avec la maman, parce que il me semble qu'au tout début, vous disiez que le placement en famille d'accueil avait été mis en échec par cette maman, parce que peut-être que justement le mot famille, c'était trop compliqué pour elle. Est-ce que vous avez du coup pu travailler avec elle et si oui, pourquoi ? Alors, on a beaucoup travaillé avec cette maman au tout départ du placement. Après, c'était beaucoup plus difficile pour elle, mais de par son histoire de vie. Hein. Mais au départ, en tout cas, les relations étaient absolument pas conflictuelles. Bien au contraire. Et je pense que c'est parce qu'on était plusieurs sur la situation. Ce qui permettait à cette maman... Le beau lapsus. Il fallait qu'il arrive à un moment donné parce que cette maman, elle était en fait, elle était très en demande de pouvoir changer et récupérer ses enfants et donc il y avait quelque chose qui peut-être la mettait plus en sécurité d'être avec une équipe jeune. Ah oui. Parce qu'elle aussi était très jeune, hein. Elle avait 27 ans quand je l'ai rencontrée, donc il y avait quand même quelque chose qui était plus fluide dans la relation. Être en miroir aussi, hein, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Mais bon, finalement, les choses ont basculé un petit peu pour elle aussi. Et donc après, il y avait une absence complète. Il n'y avait plus du tout de relation entre la MEX et cette maman. Elle a vraiment disparu. Elle a été déchue de l'autorité parentale ou Non. Le juge maintenait parce que c'est pas facile de prendre cette décision quand les enfants demandent à continuer aussi à avoir cette relation-là. Et cette maman,
il y avait des possibilités de travailler. Si on arrivait à mettre tout en place, le centre d'addiction, retrouver un logement, le travail avec l'assistante sociale, il y avait des choses qui pouvaient tenir parfois, donc ça ne laissait pas l'opportunité d'aller sur ce terrain-là au départ, jusqu'à son décès. Où là, pour le coup... Oui, là, le travail est plus compliqué. D'office, l'autorité parentale, du coup, était copère. Ouais. Mais oui, et puis après, il y a les conditions. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses du travail avec les parents qui ne sont pas toujours faciles. Mais il y a toujours un pan sur lequel on arrive à travailler. Et vous avez pu rétablir quelque chose du lien avec, entre la maman, les enfants? Non. De l'apaisement, même les regards des gamins qui ont grandi, qui sont devenus pré-ados, est-ce qu'ils ont réussi à poser un regard un peu lucide, un peu... Laura, le décès, ça a été vraiment très très compliqué, hein. Il y a eu une rupture psychique, du coup il y a eu un moment où elle a été internée parce qu'elle allait vraiment pas bien. Brian, pour le coup, était très... C'était très rationnel. Brian a tout de suite dit de toute façon, maman a toujours été malade, donc c'était sûr que ça allait finir comme ça. Il y avait quelque chose d'assez étonnant, mais après Brian a été suivi avec sa psychologue presque dès le départ, du fait de ses troubles du comportement. Donc le traitement de son histoire a été aussi très différent, et l'annonce du décès de sa maman a été moins, j'allais dire moins violent, mais je pense pas, mais en tout cas plus facilement travaillé que pour Laura. Et t'es allé à l'enterrement de la maman avec les petits? Non. Et du coup, pourquoi? Parce que c'était compliqué pour moi. Donc non, c'est des collègues avec qui... le service y a été, par contre. Okay. Oui. Mais moi, personnellement, non. C'était quoi qui était compliqué à aller à cet enterrement? Mon rapport personnel à la mort est déjà pas simple. Du coup, je pense que je n'aurais pas été un pilier pour le coup sur ce moment-là. Et c'est aussi important qu'on soit pas à toutes les places dans cette situation. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'était ça. Et pour le coup, je pense que ça aurait été... Mais c'est une question que moi, je me suis déjà posée, parce que quand je travaillais en prévention spécialisée, on a pareil un gamin qu'on suivait, et puis la maman de ce gamin est décédée. Elle avait un cancer depuis des années, voilà. Et du coup, on n'est pas allé à l'enterrement, on n'a pas accompagné le gamin, il s'est retrouvé tout seul avec son grand frère. C'est quelque chose d'un peu triste, quoi. Enfin, au-delà de l'enterrement en lui-même qui est déjà dramatique, mais voilà, c'était un contexte. Et voilà, c'était des choses qu'on s'est posé comme question. Quelle est la juste place de l'éducateur? Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? Et là, ce jour-là, on avait décidé de ne pas y aller. Est-ce que c'était une bonne réponse? J'en sais rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut juste, par contre, être très... Je pense qu'il faut être clair avec nos capacités et nos limites. Je pense que si on émet une limite à ce moment-là, peut-être qu'il faut s'écouter pour le coup. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut rendre ce moment différent, parce qu'après, on a pu déposer des fleurs, déposer des photos que les enfants voulaient faire, et ça, c'était possible pour moi. Mais ce moment-là précis, non. Ça permet aussi de pouvoir signifier à l'enfant qu'on n'est pas forcément capable, voilà, et qu'on parle aussi, voilà, sa propre expérience peut permettre aussi à l'enfant de se dire, moi aussi je ne veux pas y aller, moi aussi je ne peux pas y aller. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'écouter sa limite, et encore une fois de la transformer en communiquant et en mettant du sens à ce qui se passe. Parce que c'est pas non je ne veux pas, ce n'est pas non je ne veux pas être avec toi, non je ne suis pas capable, et je mets des mots autour de ça. Et c'est vrai que on peut, et Brian voilà, laisse entrevoir une forme de maturité,
malgré tout dans sa capacité à comprendre les situations, au-delà des troubles du comportement qu'il peut avoir. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui connaissent des traumatismes et des histoires de vie très très jeunes et qui parfois, autant peuvent avoir des comportements très immatures dans l'agir, mais qui peuvent être dans la pensée beaucoup plus mûrs que d'autres enfants du même âge. Donc voilà, je pense qu'il faut s'autoriser à parler et à mettre du sens à tout ça. Et de manière plus globale sur toutes les émotions, parce que du coup, l'éducateur, c'est pas une machine, et ça, je pense que en MEX, on y est souvent confronté au qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'éducateur s'en va. Ouais. Parce qu'il a une vie, et moi je me souviens les premières années où je les emmenais en vacances, quand je sors en pyjama le matin, c'est tout de suite très bizarre, mais du coup Julie elle dort en pyjama. Oui, en fait, parce que Julie elle est humaine, elle a une vie en dehors de cet espace de maison d'enfant, et je pense que c'est important de dire à un enfant quand on est en colère par rapport à ce qu'il a fait, quand on est en colère par rapport à d'autres choses aussi, mais que ça se manifeste sur ce jour-là, d'être de mauvaise humeur, de ne pas avoir bien dormi. Et je pense que ça normalise un petit peu les émotions chez ces enfants qui sont plus dans cette identification parce que leur histoire de vie, elle est a mis le bazar dans tout ça. Donc je pense que c'est important de remettre l'humain un petit peu au centre tout en verbalisant, parce que professionnellement, on sait que c'est une partie très importante de mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Et c'est justement là où moi je pense que l'équilibre c'est pas de donner tant de câlins ou pas, mais en tout cas de toujours mettre des mots sur ce qu'on fait, parce que si on le fait, c'est que ça a un sens. À partir du moment où on n'arrive plus à le verbaliser, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Et alors il y avait tout à l'heure tu parlais de 6 ans d'accompagnement. Et moi, je me posais la question parce qu'on a pas mal évoqué les relations transférentielles au niveau des éducateurs, mais ça m'évoque aussi ces relations transférentielles ou contre-transférentielles. Comment on peut les retrouver aussi ? Est-ce que toi, tu as pu les retrouver au niveau de l'institution ? Comment l'institution peut aussi elle-même, en tant qu'institution, se retrouver engagée là-dedans avec des gamins qu'on a un peu du mal à laisser partir, et puis les gamins qui viennent taper fort contre cette institution ? Est-ce que c'est des choses qui... parce que 6 ans, c'est long, ils auraient pu aussi faire la proposition de réorienter, de dire peut-être qu'on a été un peu trop loin avec ces gamins. Comment ça a fonctionné, ça ? Je pense qu'on y est souvent confronté quand même, notamment... Alors, cette maison d'enfants est assez particulière, parce que du coup, je n'ai pas connu ça dans d'autres MEX. Mais cette maison, elle a été créée par un couple pour favoriser les liens fratrie. Et du coup, on s'est retrouvés avec une directrice qui était une chouette directrice, mais qui avait tendance justement à entretenir des liens avec ses enfants où elle les gardait un petit peu un maximum. Alors déjà parce que le prix de journée, c'est important. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis après, la réalité de beaucoup d'établissements, malheureusement. C'est ça. Et puis après, il y avait l'affect des enfants. Donc quand il y avait un affect positif, les projets de réorientation n'étaient pas toujours travaillés. Mais par contre, sur la dynamique inverse, c'est-à-dire l'affect négatif, voilà, pour le coup, on arrivait facilement à trouver une place pour ces enfants. Donc oui, ça existe aussi au niveau de l'institution. J'ai une dernière question, et je pense que ça sera vraiment notre fin, mais c'est pour Emeline. Finalement, quand on parle de transfert, contre-transfert, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, que c'est une faille un petit peu dans notre travail en tant que professionnel, mais est-ce que le contre-transfert peut aider dans la relation éducative ? Oui, aussi. Il est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent à l'écart de l'enfant, du jeune qu'on accompagne, parce que il y a certains enfants aussi qu'on n'arrive pas à investir, certains enfants qui suscitent chez nous une forme de rejet également. Et donc là aussi c'est important de réfléchir à ce qui se passe, de passer le relais si vraiment il y a quelque chose
d'impossible ou qui devient délétère dans notre capacité à pouvoir accompagner. Mais vraiment, moi, j'insiste sur le fait que c'est du matériel thérapeutique, la question du transfert et du contre-transfert. Et encore plus le contre-transfert quand on est face à des jeunes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc ça devient un peu notre machine à penser à nous pour essayer de venir nourrir notre accompagnement. Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc vraiment être à l'écoute de ce contre-transfert et du transfert quand il s'exprime. C'est vraiment, je pense, un gage de qualité dans l'accompagnement. Merci Emeline, merci Julie. Merci à toutes et à tous. C'était Babillage Social et on vous retrouve très bientôt. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Insta, il faut qu'on sur Insta. Exactement, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook aussi. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Merci Julie. Merci à vous. Naître adulte, c'est nourrir sa famille avant d'apprendre à lire. Pour ça, papa m'a souvent dit, si tu te couches tard, tu te cultives. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance, les plus fragiles, coupables d'innocence. L'enfance est un long voyage, l'arrivée dépend du paysage. À ceux dont les yeux n'ont plus